Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ingrid Redon, kinésiologue depuis 2003, avec plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement psychocorporel. Elle est également instructrice en éducation kinesthésique et brain gym depuis 2015, ce qui fait d'elle une spécialiste du lien entre mouvement, apprentissage et transformation personnelle. Son approche repose sur une vision globale de l'être humain et vise à libérer le stress, restaurer l'équilibre et favoriser l'autonomie. Son parcours personnel, notamment une expérience marquante de maladie, a renforcé sa conviction du lien profond entre corps, émotions et pensée et nourrit aujourd'hui un accompagnement encore plus conscient et incarné. Elle propose également ateliers, formations et conférences, notamment autour du brain gym, pour remettre le mouvement au cœur des apprentissages et du développement humain. Merci beaucoup Ingrid d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter une expérience que tu as vécue récemment, un événement auquel tu as participé? Oui, bonjour Asma, merci de ta proposition. Récemment, bien effectivement, c'est tout récent, le week-end dernier, j'étais au congrès de Brain Gym, de Brain Gym France, qui est un congrès qui a lieu tous les 2 ans et qui permet de se retrouver entre membres, que ce soit animateurs, facilitateurs, étudiants, en brain gym, en éducation kinesthésique, mais aussi avec des personnes qui ne connaissent pas du tout. C'est aussi ouvert au grand public et c'est l'occasion aussi pour eux de découvrir ce que c'est. Donc c'est chouette parce qu'on a effectivement des professionnels, des étudiants et des personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu. Et c'est intéressant d'avoir leur retour aussi. C'était alors une expérience pour moi, justement tout récemment durant ce congrès. J'ai découvert, on apprend toujours sur soi, on observe toujours plein de choses sur soi. Et la thématique de ce congrès était le jeu. Et le jeu est souvent au cœur du brain gym, parce qu'à travers le jeu, en fait, on développe énormément de compétences cognitives, émotionnelles, corporelles bien sûr aussi. Et en fait, on apprend naturellement à travers le jeu. Et moi, ce terme de jeu, il m'a toujours semblé un peu... comment dire, il y a toujours un petit truc qui tiquait en moi. Alors j'ai joué quand j'étais petite, mais par rapport à certaines de mes collègues, effectivement, j'ai pas ce sens du jeu inné avec lequel elles sont extrêmement à l'aise. Et là, je me suis cette fois interrogée en me disant qu'est-ce qui t'embête avec le jeu en fait? Qu'est-ce qui vient de titiller? Et ce qui m'est venu, c'est que le jeu, pour moi, il y a une part de moi qui voit le jeu comme quelque chose de superficiel, de futile, d'accessoire. Voilà, on a le droit de jouer pendant les récréations, pendant les temps de pause, mais le reste du temps, il faut être sérieux. J'ai réalisé effectivement, je me suis dit ok, et d'où peut venir cette vision du jeu aussi restrictive en fait, parce que je vois bien que c'est parce que les autres ressentaient. Et bon voilà, j'ai bien sûr pris conscience de la place que le jeu n'avait pas forcément eu dans ma vie, de la place justement aussi dans l'histoire familiale, de drames, voilà, comme dans beaucoup de familles, des deuils, des guerres, des exils, des séparations, des conflits. Et j'ai mesuré à quel point tout ça m'avait imprégné quelque part aussi dans mon histoire, avec des phrases comme on n'est pas là pour rigoler, la vie c'est difficile, il faut lutter pour se faire une place, il faut se battre, il faut être sérieux, il faut s'accrocher, il faut être compétitif, il faut être
tout le temps quelque part dans l'effort. Et donc évidemment, le jeu, il n'a pas trop sa place dans cette histoire-là. Et, et c'était intéressant parce que j'ai soudain pris conscience que il y a une petite phrase qui, moi, me plaît beaucoup en éducation kinesthésique, une phrase que Paul Denison dit, c'est que les épreuves, les défis de vie qu'on rencontre sont des opportunités de croissance, que la vie les place sur notre route pour nous permettre d'aller explorer, développer des ressources innées dont nous n'avons pas conscience, parce que c'est parfois face à un défi qu'on va aller chercher des ressources qu'on n'irait pas chercher autrement. Et ça, tu as parlé de mon expérience de la maladie, effectivement j'avais déjà cette notion-là, mais là ce week-end, avec ce projet de brain gym et de jeu, m'est arrivé en fait que ça pouvait aussi être une lecture de vie, de voir que, et moi le terme qui m'est venu en fait c'est le jeu de la vie. La vie elle n'est pas forcément, je ne sais pas d'où on a cette idée que la vie ça devrait toujours être un truc super calme ou super heureux, qu'il ne devrait jamais y avoir d'épreuves, que quand une difficulté ou un défi nous tombe dessus, c'est une catastrophe, c'est injuste, c'est pas normal, c'est trop tôt. Enfin, toutes ces choses-là qui, humainement, bien sûr, s'entendent. Mais moi, j'aime bien l'idée de qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Quel est le regard qu'on porte là-dessus ? Et si c'est un fait, il y a une difficulté, mais la latitude du choix de regard qu'on porte là-dessus, ça nous appartient. Donc voir la chose comme une injustice, une épreuve, quelque chose qui est forcément, qui ne devrait pas être là, ça nous enferme dans quelque chose de restrictif. Être dans quelque chose, le voir comme une opportunité de croissance, justement, un défi de vie, pour moi, ça change déjà tout le regard. Et donc, je me suis réveillée un matin en me disant, mais je vais proposer un atelier au congrès, le jeu de la vie, pour parler de ça. Et donc, et là, ça m'a vraiment fait du sens, ce mot de jeu. Donc, voilà, j'ai présenté cet atelier. Et ce qui est le petit clin d'œil sympa, c'est que 3 jours avant de partir au congrès, j'ai lu le dernier numéro du journal de Brain Gym, parce qu'on a un petit journal qui est édité plusieurs fois par an. Et dans ce journal, il y avait effectivement un article sur un livre écrit par Paul Denison qui s'appelle « Apprendre par le mouvement », qui est un bouquin que toute personne intéressée par le Brain Gym et l'éducation kinesthésique est invitée à lire, parce que vraiment c'est Paul qui décrit sa philosophie, comment il en est venu, on comprend son expérience de vie et on comprend en fait comment il a mis tout ça en place. Et donc il y avait des petits extraits, des petites phrases extraites de ce livre, et notamment une, page 197 du livre, qui était « Jouer le jeu de la vie, c'est apprendre à se connaître ». Et là je me suis dit merci, parce que c'est exactement le sens de mon atelier. Et ça m'a permis de me reconnecter, moi, à toute cette profondeur du Brain Gym et de l'éducation kinesthésique qui, pour moi, peut parfois justement passer à côté avec le sens du mot « jeu ». Mais quand on le prend dans un sens beaucoup plus large, c'est jouer le jeu de la vie et ça prend une autre signification pour moi. Ça vient montrer toute la profondeur de cette approche, en fait. Je voulais d'abord te remercier pour ce retour complet, et ça a l'air passionnant en fait ce que tu as vécu. Alors il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit là tout de suite. La première étant ton expérience à toi, c'est-à-dire que, enfin, pour moi la Brain Gym est une méthode vivante, et ceux qui la pratiquent continuent en fait d'apprendre sur eux et sur la méthode d'une année à l'autre, à chaque fois que vous vous rencontrez entre vous dans des congrès, les formations que vous donnez quand vous êtes instructeur, la rencontre que vous avez avec de nouveaux stagiaires, vous nous apprenez, vous nous transmettez des choses, mais vous apprenez aussi sur vous et sur votre façon de voir le monde, et ça c'est hyper enrichissant en fait. C'est pas une eau qui stagne en fait, c'est une eau qui bouge, et c'est ça qui fait que on le ressent nous quand on est de l'autre côté, quand on est stagiaire en kinésiologie, ou qu'on commence à apprendre ces techniques-là. Donc merci de le souligner parce que c'est vraiment important. Et vraiment la deuxième chose là qui m'a beaucoup touchée, c'est quand tu parles du jeu. Et c'est vrai que
Moi-même ayant une fille âgée de 7 ans, elle vient me titiller beaucoup sur ce sujet. Et moi, je suis plus dans viens, on fait quelque chose, entre guillemets, de sérieux. Et je suis moins dans des temps de jeu où euh, ça me pose vraiment problème. Et je me suis posé la question du pourquoi, effectivement. Et là, ça vient, bah, ça me ramène aussi à mon enfance, à mon histoire. Mais c'est quelque chose qu'on a perdu, je pense, alors qu'on le voit dans le règne animal. Les félins, par exemple, ils apprennent par le jeu. Mm. Ils survivent grâce à l'apprentissage qu'ils ont eu à travers le jeu. Donc c'est un outil de survie en fait. C'est pas juste jouer pour perdre du temps. Ils le font pour apprendre à exister. Et j'ai vraiment l'impression que qu'on l'a perdu. En tout cas, une majorité de personnes, parce qu'on est dans notre quotidien, il faut faire, on n'a pas le temps, il faut aller vite. Et c'est peut-être aussi, aussi le monde qu'on a façonné nous-mêmes finalement, qui fait que on met tout ce qui n'est pas entre guillemets utile de côté, alors que le jeu fait partie de la vie. Donc, En fait, c'est exactement ça. Le jeu fait partie intégrante de la constitution de l'être humain. Nous apprenons littéralement à travers le jeu en reprenant un modèle. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai vraiment bien, comment dire, approfondi, effectivement, enfin quand je dis approfondi, mieux ressenti dans mon corps, dans mes sensations durant ce week-end, parce que bah, comme il y a plusieurs ateliers, je suis allée faire des ateliers autour du jeu, et je me suis retrouvée alors confrontée à certains inconfort réellement physique dans mon corps à faire certains jeux qui a priori n'étaient que du jeu, mais ça venait vraiment chercher visiblement des choses un peu plus profondes chez moi. Mais c'était surtout très intéressant de voir les animatrices de ces ateliers être dans le jeu, donc à travers le jeu, nous expliquer ensuite tout ce que ça venait faire travailler à travers ce simple jeu. On travaille la latéralité, on travaille le centrage, on travaille la focalisation, on travaille la capacité à aller de l'avant, à prendre du recul, à focaliser sur un détail, à au contraire pouvoir avoir une vue d'ensemble. Et c'était tellement bien expliqué et ressenti en fait dans le corps. Parce qu'on fait toujours des observations avant-après. Et moi, ça m'a vraiment rebranché à cette notion de bah, le jeu n'est pas futile en fait. Il nous constitue. Et tu l'as dit très bien en tant que mammifère, bah, on apprend aussi, on apprend à travers le jeu. Et c'est effectivement, c'est même pas une notion de c'est bien ou c'est pas bien, on est comme ça en fait. Et c'est de retrouver cette réalité et de retrouver, parce qu'à travers ce jeu, ce que Paul Denison nous dit, c'est effectivement, c'est le plaisir d'apprendre. C'est apprendre avec plaisir, mais c'est à travers ce plaisir d'apprendre ben, qu'on peut apprendre avec plaisir ensuite, en fait. L'apprentissage, il n'est pas forcément, il est pas forcément difficile, il n'est pas forcément compliqué, il n'est pas forcément contraignant. Quand on est dans en lien avec notre fonctionnement naturel, eh bien effectivement, l'apprentissage se fait de façon plus aisée. Et quand je dis apprentissage, je dis apprentissage alors avec un grand A, parce que c'est pas juste un apprentissage scolaire. Souvent, apprentissage, on met ce terme de scolaire, mais l'apprentissage, il est avec un grand A au sens où on apprend tout le temps dans la vie. Et chaque nouvelle situation que l'on vit en tant qu'adulte ou adolescent ou à quel que soit notre âge, en fait, est justement une invitation à aller chercher de nouvelles ressources. Donc, nous sommes on apprend en fait tout le temps, effectivement. Et c'est ça qui est chouette, parce que tu l'as justement très bien expliqué tout à l'heure, la vie est mouvement. Donc suivre ce mouvement de la vie, c'est effectivement accepter de faire face aux nouvelles situations qu'on peut rencontrer. Et puis, voilà, quand on sent que ça bloque, se dire « Ah, si ça bloque, ben tiens, c'est que peut-être je pourrais le vivre autrement. Peut-être que là, il y a une autre façon de fonctionner. Et si j'allais voir ?» Déjà, c'est ça le sens du jeu, quelque part. C'est « Tiens, ma curiosité. Et si c'était autrement ? Allez, bah tiens, je vais expérimenter, en fait. C'est quoi le risque ? Parce que parfois, le risque, c'est juste que ça soit mieux, en fait.
Exactement. Et je m'étais intéressée il y a quelques temps, où je continue d'ailleurs à m'intéresser à l'IFS, donc c'est Internal Family Systems, où on parle des parts de soi, donc on essaie de connaître un peu les parts blessées de nous-mêmes, on essaie de les intégrer à notre quotidien, à aller voir un peu ce que ces parts viennent nous dire. Et l'objectif, donc, c'est d'aller un peu aussi à la rencontre de soi, donc vraiment de son self. Et parmi les qualités du self, c'est la curiosité. Mm. Donc, c'est quelque chose d'important, en fait. Le jeu amène la curiosité amène le jeu, donc c'est Ça se vivant. marie. Mm, absolument. Ouais, ouais. C'est vivant. J'aime bien ce terme-là. C'est vivant. Le mouvement, c'est la vie et c'est vivant. Ouais, tout à fait. Mm. Ingrid, tu es la deuxième personne qui représente la Brain Gym que j'ai eu à interviewer sur Parlons Kinésio. Donc, Céline Sorin avait accepté mon invitation pour nous raconter un peu l'histoire de la Brain Gym. Et ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, dans l'échange que j'ai eu avec elle, c'est que elle avait commencé à se former à la kinésiologie. Et à l'instant où elle a rencontré la Brain Gym, elle a tout arrêté. Elle a continué juste à apprendre la brain gym et à aller dans la connaissance, un peu à approfondir la brain gym. Est-ce que toi, tu peux nous raconter un peu ta propre expérience? Est-ce que ça a été la même chose? Est-ce que ton parcours est différent? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la richesse des multiplicités d'expériences, de parcours. Moi, je me ressens vraiment comme kinésiologue. L'éducation kinesthésique, le brain gym, ça fait pour moi partie vraiment des techniques de kinésiologie que je peux utiliser en séance avec un consultant. Je ne fais pas que de l'éducation kinesthésique ou du brain gym. Voilà, j'utilise d'autres techniques, le touch, kinésiologie crânio-sacrée, kinésiologie harmonique, enfin voilà, et d'autres du Tchok aussi bien sûr. Et alors moi en fait, j'ai démarré ma formation, donc ça fait 23 ans effectivement que j'exerce, donc j'ai démarré du coup il y a 25 ans, à l'époque dans une école que j'ai découvert après être une école globale, donc j'ai vu une façon de travailler en kinésiologie qui était différente. Et puis à l'époque j'avais voulu effectivement adhérer à la FFKS et on m'avait dit votre formation n'est pas reconnue, donc là zut, il va falloir que je recommence tout. Et en même temps ça a été une chance parce que à la fois ça m'a permis d'avoir une vision globale des choses, mais après quand j'ai repris les techniques une par une, donc j'avais commencé par le tchok, puis par le touch. J'ai mesuré en fait toute la profondeur de chacune de ces techniques et je me suis dit waouh, peut-être que effectivement j'aurais pas osé aller là-dedans directement au départ. Le touch pour moi c'était voilà, je suis pas kiné, je suis pas ostéo, non, je peux pas faire ça. Et voilà, donc peut-être effectivement que j'aurais jamais osé être kinésio si j'avais démarré par ça. Donc voilà, la vie fait bien les choses. Et puis dans ma formation initiale, on m'avait parlé effectivement du brain gym à un moment et on m'avait dit ouais, bon, tu verras, c'est des mouvements, c'est un peu gentillé, tu verras, tu vas beaucoup plus loin avec tout ce que tu fais. Ok. Et puis, en fait, je commençais à recevoir effectivement des enfants en difficulté d'apprentissage avec du stress par rapport à l'école. Et puis, à un moment, je me suis dit, je sens qu'il faut aller effectivement un petit peu plus loin. Et je me suis rappelé de cette technique qui, a priori, était plus liée aux apprentissages des enfants, aux apprentissages scolaires. Et donc, je cherche à me former. Je me rapproche d'un centre de formation à Montpellier. Et donc, je fais mon premier stage, Brain Gym AI2. Et là, ça a été une grande surprise pour moi parce que, en fait, j'ai découvert plein de choses sur moi. J'ai ressenti plein de choses pour moi et je me suis dit, ah non, mais c'est pas du tout que pour les enfants ce truc-là. C'est aussi pour les adultes pleinement. Et puis, c'est pas du tout aussi simpliste que ce qu'on m'avait décrit. C'est vraiment très profond. Et donc là, je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, je me suis engagée dans le cursus pour être accompagnante et éducatrice en éducation kinesthésique. Donc, après, j'ai refait donc Brain Gym AI2, puis les autres stages, organisation optimale, dynamique du mouvement, cercle de vision. J'avais déjà le touch, donc j'ai pas eu besoin de refaire le touch. Et puis le stage des 7 dimensions. Et j'ai passé ma certification et à chaque fois, j'ai effectivement trouvé ça extrêmement intéressant.
Et puis j'ai mordu à l'hameçon, j'ai été un peu entraînée par une de mes consoeurs très motivée, donc j'ai passé les certifications pour être ensuite animatrice, organisation optimale, dynamique du mouvement, cercle de vision, enfin voilà, il y a eu tout ce parcours-là. Mais effectivement, ce qui a vraiment changé pour moi, ça a été cette prise de conscience que, c'est pas du tout que pour les enfants. En tant qu'adulte, c'est extrêmement profond. Et deux, ce que j'aime vraiment dans cette technique-là, c'est à la fois sa simplicité. C'est pas simpliste, mais c'est simple. Les mouvements sont accessibles à tout le monde. Ils ne demandent aucune compétence particulière. Ils s'adaptent autant à l'âge qu'aux conditions physiques des personnes. Et ces mouvements, ils sont très simples, mais ils sont extrêmement profonds, vraiment. Et même si on n'a jamais expérimenté le brain gym, on peut ressentir des choses tout de suite. Et moi, ça, c'est quelque chose que je trouve génial, parce que je trouve que ça amène tellement de possibilités d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à s'observer. C'est concret. C'est pas, je pense que dans ma tête, c'est je ressens vraiment physiquement dans mon corps, dans mon être, que, oui, effectivement, tiens, c'est plus détendu, j'ai plus de capacité à y aller, ça me prend moins la tête, tiens, j'ai l'impression d'avoir du recul par rapport à ça. C'est concret, c'est pas ma tête qui pense que c'est vraiment ce que je vis, ce que je ressens. Et moi, je trouve que ça, c'est fabuleux. Et ça a un autre avantage pour moi, le brain gym. Ça fait partie effectivement des petites choses, c'est que dans le brain gym, on met beaucoup l'accent sur l'observation, savoir apprendre à s'observer. Ça, c'est vraiment issu de l'expérience de Paul Denison, qui dans ses centres d'apprentissage, en fait, observait ses élèves. Et en fonction de ce qu'il observait d'eux dans leurs difficultés, par exemple à lire, à écrire, dans leur posture, dans leurs difficultés relationnelles, dans leurs difficultés à rester concentrés ou à aller vers les autres, à avoir confiance en eux, bref, c'est vraiment ce sens de l'observation qui a fait que lui, il a proposé des mouvements. Et c'est en observant ce que ces mouvements changeaient chez les personnes, les changements qu'il observait chez les personnes, les changements que les personnes observaient elles-mêmes en eux. C'est de là en fait que sont nés ces 26 mouvements qui ont été gardés en fait. Et il a observé aussi que à la fois lui il proposait ces mouvements, mais que quand les personnes observaient que tiens, tel mouvement leur permettait d'être plus confiantes ou leur permettait d'être plus à l'aise dans leur lecture ou dans leur compréhension ou dans leur expression, que ces personnes en fait elles réutilisaient ces mouvements d'elles-mêmes en fait, quel que soit leur âge. Et moi je trouve que ça c'est génial parce qu'en fait c'est un outil d'autonomisation et de possibilité d'être responsable de sa vie qui ne passe pas par des concepts intellectuels qui passent vraiment par l'expérience du corps, l'expérience corporelle. J'ai vécu ça et parce que je l'ai vécu dans mon corps, parce que je l'ai ressenti, je sais que c'est vrai, je sais que ça m'aide à ça. Et moi, je trouve ça génial. Et c'est pour ça que vraiment le brain gym, pour moi, a amené cette complémentarité vraiment dans ma pratique en kinésio. Et quand je suis en cabinet, en séance individuelle, même si je pars sur une séance avec du tioc ou du touch ou du crânio-sacré, je vais garder le principe de l'observation à travers une mise en situation concrète pour la personne, qu'elle refrappe et qu'elle prenne le temps d'observer, tiens, comment ça se passe dans son corps, comment elle y va, enfin tout ça pour que ça soit concret. Et on refait ça à la fin de l'équilibrage. Et voilà, ça c'est vraiment une constante que je garde dans toutes mes séances individuelles. Ouais. Je te rejoins sur un point qui était important aussi pour moi, c'est le fait d'avoir découvert la Brain Gym suite à une expérience d'école globaliste, moi aussi, et que bien évidemment au début on nous dit que c'est oui, c'est de la Brain Gym. Et on passe à autre chose. J'ai eu la chance donc de rencontrer Audrey Vigourou, avec qui j'ai fait le niveau 1 et 2.
Et pareil, en 4 jours, j'ai pris des claques, mais c'était incroyable. C'était incroyable. La découverte des 3 dimensions, de mode de repérage, le mode automatique, rien que le cap, comment on nous l'a transmis, comment on l'a ressenti dans notre corps, comment on se reconnecte aux sensations de notre corps. Moi qui suis beaucoup dans ma tête. Et là, pour le coup, on se dit, ah tiens, il se passe des choses. Et on n'est pas en train de chercher une amélioration, on est en train de juste comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on voit. Le fait aussi de se dire que, mais en fait, la brain gym, c'est, comme tu dis, c'est pas que en séance. Tous les matins, tu te réveilles, tu te fais un cap pour démarrer. Moi, je travaille beaucoup sur ordinateur, donc du coup, ça m'aide aussi à me mettre en mouvement, à amener une dynamique et une énergie positive pour démarrer la journée. Et puis, dès qu'il y a une situation un peu qui bloque, je commence à me dire, ah, ok, allez, de quoi tu as besoin? Et puis là, je questionne le corps en oscillation. Et je vois si c'est juste de l'eau ou s'il y a besoin d'un mouvement. Et donc, en fait, c'est un outil concret et c'est simple à mettre en place au quotidien. Je l'ai aussi présenté à ma fille et elle a adoré. On a des cartes de mouvement de Brain Gym, donc ça lui a permis de, voilà, elle tire une carte, elle voit un peu ce que c'est que le mouvement, elle essaie de le faire. Donc c'est très, très ludique aussi. Et j'aime beaucoup en fait, et c'est pour ça que j'étais très très contente d'avoir ce temps d'échange avec toi pour que tu nous partages ton ressenti, toi en tant qu'instructrice. J'aimerais juste revenir un peu sur comment dire, on parle de Brain Gym, on parle d'éducation kinesthésique. Est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est la même chose? Alors, le Brain Gym, ça signifie 2 choses. C'est l'ensemble des 26 mouvements et c'est le premier stage, c'est la porte d'entrée à l'éducation kinesthésique. Voilà. Brain Gym, c'est la porte d'entrée, c'est un des stages de premier niveau dans lequel on découvre les 26 mouvements et un certain nombre d'équilibrages. Mais c'est pas tout. Il y a autre chose, on peut aller beaucoup plus loin, effectivement, ensuite. En fait, l'éducation kinesthésique est une branche à part entière de kinésio. Et le Brain Gym, donc, c'est la porte d'entrée de cette base-là. Alors, c'est vrai que parfois, par habitude de langage, on peut dire Brain Gym pour dire l'ensemble. Mais en fait, moi, c'est une chose qui m'a interpellée dans mes tout débuts d'instructrice, c'est que j'ai une stagiaire, 2 stagiaires qui sont venus et qui ont fait le stage de premier niveau et qui m'ont dit, bon, ben c'est bon, alors on a fini le Brain Gym. Ah, je dis, ben non, il y a d'autres stages ensuite. Non, Brain Gym ça s'arrête là. Non, Brain Gym c'est le nom du premier stage, mais il y a tout le reste ensuite. Si vous voulez vraiment déjà comprendre la profondeur, aller plus loin, c'est comme si on me disait j'ai fait le touch niveau 1 et puis ça y est, je fais du touch. Non, il y a encore plein d'autres niveaux derrière. C'est exactement la même idée en fait. On va approfondir effectivement des choses. Alors organisation optimale, c'est l'organisation, comment nos apprentissages fonctionnent, comment on utilise notre tête en fait pour apprendre. Mais dynamique du mouvement qui montre à quel point en passant juste par le mouvement, il y a des choses qui se passent. Profonde, il peut vraiment y avoir des équilibrages très profonds. Juste une petite anecdote là-dessus, sur un stage de dynamique du mouvement, je me souviens d'une stagiaire qui était dans un parcours de kinésio et qui prend conscience à l'issue d'un équilibrage où on a juste fait des mouvements un peu comme dans une sorte de chorégraphie, parce que c'est ça, dynamique du mouvement. On explore les 3 dimensions à travers des mouvements, et donc ça fait une petite chorégraphie. C'est à la fois simple, mais elle a pris conscience à la fin de cet équilibrage-là qu'en fait, elle était qu'elle était en train de repartir sur un burn-out qu'elle avait déjà fait 2 ans auparavant. Et là, elle me dit, mais en fait, j'avais pas vu, mais je suis en train de me voiler la face parce que je retrouve exactement les mêmes symptômes. Et ça, juste à travers un équilibrage, à travers le mouvement. Prise de conscience quand même qui était assez importante. Donc ça, c'était plutôt chouette. Il y a Cercle de Vision qui est intéressant bien sûr aussi parce que ça amène une autre vision des choses. Et puis alors moi le stage quand même que j'aime profondément, c'est le stage des 7D, le stage des 7 dimensions. En Brain Gym on voit 3 dimensions, en 7D on en rajoute 4, donc on va aller voir des observations beaucoup plus profondes. On va avoir des équilibrages aussi beaucoup plus profonds. On va faire du lien
avec d'autres techniques de kinésio, parce qu'on va introduire les modes digitaux. En fait, voilà, que ça soit Paul Denison, John T étaient très proches. Enfin voilà, il y a des choses effectivement qu'on retrouve de l'éducat dans le TIOC, dans le touch, dans le TIOC et vice versa. Donc en fait, et c'est intéressant de voir comment leur vision spécifique à chaque fois. Mais dans le 7D, c'est vraiment pour mener une séance individuelle. Mais il y a tout dedans, quoi. Il y a plein. C'est un outil fabuleux. Enfin, je suis instructrice depuis janvier 2025. Et vraiment, c'est peut-être mon stage chouchou, effectivement. Parce que je trouve qu'il donne vraiment toute la vision d'ensemble, en fait, de ce qu'on peut faire en éducation kinesthésique. Donc oui, quand on dit brain gym, moi j'utilise beaucoup plus souvent le terme éducation kinesthésique parce que pour moi, ça comprend la totalité de la branche. Ouais. Ingrid, dans ton approche, tu parles beaucoup d'observation. Tu viens de donner un exemple assez concret de la stagiaire qui a observé des choses qui m'ont fait penser à son ancien burn-out. Qu'est-ce qu'on apprend en observant son corps? Eh bien, on apprend à se connaître, on apprend à voir, à ressentir, à mettre de l'attention sur qu'est-ce qui se passe en moi concrètement quand, par exemple, quand je suis sous stress. Ça se traduit comment dans mon corps, le stress? Tiens, c'est comment dans ma posture? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est détendu? Est-ce qu'il y a une douleur quelque part? Est-ce que je me sens grand, petit? Est-ce que je me sens léger? Est-ce que je me sens lourd? Est-ce que je me sens dynamique ou plutôt raplapla? Est-ce que j'ai envie de bouger ou est-ce qu'au contraire je suis figée sur place? Comment ça se passe dans ma météo intérieure? Parce que souvent les gens me disent je suis stressée. Bah oui, mais ça veut dire quoi? Comme dans votre corps, c'est comment? Dans vos émotions, tiens, la météo intérieure, c'est comment? Bah, je sais pas, je suis triste, ou je suis inquiet, ou j'ai peur, ou je me sens en colère, ou voilà, dans les pensées, comment c'est? Bah, ça pense pas, ou ça pense trop, ou ça n'arrête pas, ou c'est confus, ou c'est le brouillard mental. Enfin, c'est ça l'observation, c'est que ça permet d'aller mettre son attention sur des choses concrètes. Et ça développe effectivement une capacité à s'écouter. Alors pas s'écouter au sens égoïste, à mieux se connaître en fait. Parce que quand je m'observe dans « Ah tiens, quand je suis sous stress, tiens, il se passe ça », et que je choisis par exemple un mouvement ou plusieurs mouvements et que je sens qu'après ces mouvements, je me sens mieux. Alors mieux c'est quoi? Bah mieux effectivement, je me sens plus détendue, je me sens plus en capacité d'y aller. Tiens, je vois les choses autrement. Ça me paraît beaucoup plus simple en fait, moins compliqué. C'est plus facile d'écrire. Je fais mieux mes lettres. Il y a des trucs qui me bluffent par exemple sur la lecture. Un enfant qui va ânonner, on sent que c'est laborieux, on entend bien que quand il lit, il comprend pas vraiment ce qu'il lit, ça n'a pas de sens, il enchaîne des mots, des sons, et quand à la fin d'un équilibrage, il lit. Alors moi j'adore quand les parents sont là, parce que pour les parents c'est waouh, ah oui, à travers quelques mouvements. Donc c'est ça l'observation, c'est de se dire ah oui, j'observe que ça a changé. Quand on me dit que j'ai des capacités, quand on me dit que j'ai des ressources, bah là c'est concret. Ça passe pas, c'est pas un truc juste intellectuel, c'est pas la méthode Coué, juste tu vas y arriver, c'est concret, je le ressens, je le vis, c'est corporel quoi. Et c'est ça l'observation. Moi je trouve que c'est un outil fabuleux. Tout à l'heure tu parlais du test musculaire. Je ne sais pas à quel niveau on commence à introduire le test musculaire en éducation kinesthésique. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, d'autant plus que c'est une grande question souvent autour du brain gym. Alors, juste dans l'historique pour comprendre le fonctionnement, je vous disais tout à l'heure que Paul Denison, lui, a démarré de façon concrète dans les classes en observant les postures, les attitudes, les difficultés et en proposant des mouvements et en observant comment ces mouvements permettaient à la personne de fonctionner d'une façon plus juste pour elle. Et quand il faisait certains travaux, il a découvert la kinésio et le test musculaire. Donc ça lui a permis effectivement, il a introduit le test musculaire effectivement dans son approche. Et puis avec le temps, en fait, il s'est rendu compte que
en transmettant, beaucoup de personnes utilisaient le test musculaire mais avaient perdu le sens de l'observation. Et pour lui, c'était essentiel cette observation, parce que cette observation, elle permet au facilitateur, à l'animateur d'accompagner la personne, mais elle permet surtout au consultant d'apprendre à s'observer. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et à travers le test musculaire, la sensation est différente parce que ça, on sent bien manque de tonicité musculaire et tonicité musculaire. Donc ça va effectivement amener un ancrage. Mais ça passe par une personne extérieure. Et donc l'idée c'était effectivement de remettre l'observation en priorité. Donc le test musculaire, effectivement, à quel moment il est introduit? En fait, moi j'ai vu des évolutions quand moi je me suis formée. Mon premier stage de Brain Gym 1 et 2, juste à l'observation. Pas très confort pour moi. J'ai senti des choses, parce que sinon, effectivement, tu vois, j'aurais pas eu de changement et j'aurais pas accroché. Mais quand j'ai refait Brain Gym 1 et 2, la personne, l'autre instructeur, a introduit l'oscillation, que je n'avais pas eu la première fois. Et là, moi, ça a été un outil, un truc fabuleux, parce que j'avais pas ressenti ça, quoi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. À ce stade-là. J'avais pas le test musculaire, j'avais l'oscillation, et pour moi c'était confort, mais parce que je manquais tellement d'écoute de moi que l'oscillation, elle me permettait vraiment de ressentir les choses. Et puis j'ai mon amie Nathalie Escoffier qui elle utilise beaucoup l'observation, Céline aussi du coup, toutes les deux, et ça m'a interpellée en fait, et Nathalie souvent m'a dit mais sois confiante dans le fait que tu peux ressentir les choses, ou que la personne, le consultant peut ressentir les choses. Et petit à petit, je me suis dit, je tente. Et au pire, il y a l'oscillation, et au pire, il y a le test musculaire. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, moi, je pouvais ressentir des choses. Je me suis rendu compte que les consultants, quand je leur propose, ils ressentent les choses. Et si c'est pas clair, on peut utiliser l'oscillation. Alors l'oscillation, moi, je l'utilise quasiment plus, en fait, dans les formations. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans les formations, pour revenir à ça, on va, comme la plupart des personnes sont déjà en formation kinésio, elles ont déjà le test musculaire. Donc elles ont déjà appris à utiliser ça. Donc forcément, nous, comme on veut mettre l'accent sur l'observation, qu'elles n'ont encore pas appris, eh bien dans nos formations, on va mettre l'accent sur l'observation. Et donc le test musculaire peut être proposé, mais le but, c'est de permettre à la personne de développer cette capacité-là. Après, si c'est pas clair, si c'est pas confortable, elle peut utiliser le test. En fait, on peut, de toute façon, le test musculaire, dans la mesure où le touch est nécessaire pour le stage des 7D, de toute façon, le test musculaire, il arrive. Et dans le stage des 7D, il y a effectivement des tests qui se font avec le test musculaire. Mais pour résumer, le test musculaire, pour nous, est un outil complémentaire. Mais nous, on met en avant l'observation tout d'abord. Et si la personne n'est pas confortable avec l'observation, eh bien, on a cet outil du test musculaire qui vient en complémentarité de façon très claire, en séance individuelle, quand j'ai quelqu'un. Moi j'aime bien, je demande en fait toujours en début de séance sur l'objectif de la personne, avec quelle technique je demande à travers le test musculaire, avec quelle technique elle a besoin de travailler, son objectif. Si je tombe sur éducation kinesthésique, j'explique à la personne que dans cette technique-là, l'objectif c'est de permettre aussi à la personne d'apprendre à s'observer, d'apprendre à se connaître, et que donc on va mettre l'accent sur cette observation, et voilà. Et que si c'est pas clair ou pas confortable pour elle, on a toujours le test musculaire en renfort si besoin. Et la plupart du temps, on ne fonctionne qu'à l'observation. Et c'est clair, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, j'utilise le test musculaire. Si j'ai peu de temps et que ma priorité, c'est que la séance elle soit éducative pour la personne, si j'ai très peu de temps, je vais effectivement utiliser le test musculaire. Mais je vais, avant de tester, avec le test, je vais demander à la personne de s'observer dans ses sensations, de façon à ce qu'elle apprenne quand même ça. Et le test musculaire, à ce moment-là, vient renforcer, conforter ce qu'elle a pu ressentir. Et ça, en ce sens-là, pour moi, c'est aussi éducatif, parce que ça veut dire qu'à travers ça, elle apprend à faire confiance à ce qu'elle peut ressentir. Donc pour moi, c'est vraiment... pour moi,
Et en brain gym, en général, c'est complémentaire. L'observation et le test musculaire sont complémentaires. J'aime beaucoup cette approche. On a l'habitude, quand on va voir un thérapeute, que la solution vient de l'extérieur. Alors que là, on amène la personne vraiment à se réapproprier ses propres outils. Et juste, on vient éclairer les zones qui doivent être éclairées. Et ensuite, la personne, elle se réapproprie son histoire, elle se réapproprie son objectif, sa problématique. Et c'est très enrichissant. Je pense qu'on s'en rappelle plus que quand la solution, elle est un petit peu offerte et C'est posée. ça, oui. Oui, parce que à l'extrême, le test musculaire, c'est il s'est passé ça dans votre vie, il s'est passé ça à tel âge, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, c'est plein d'infos, mais la personne, là, ça lui fait quoi? Ça fait du sens? Comment elle le sent? Comment ça lui parle? Voilà, ouais, c'est, c'est vraiment cette observation, elle est essentielle enfin, elle est essentielle à mes yeux parce qu'elle permet vraiment à la personne de retrouver sa responsabilité et son autonomie, vraiment. Et ça C'est ce marche qu'on avec les apprend. adultes et ça marche avec les enfants. C'est Oui. ça que moi je trouve fabuleux, c'est que même les enfants sont à l'écoute de ça et puis quand ils sentent que ça va les aider, ben, c'est un outil qu'ils gardent. J'ai une amie qui est enseignante, j'ai déjeuné avec elle justement hier et elle avait fait une petite introduction au Brain Gym, mais il y a plusieurs années, en fait, et elle est jamais revenue depuis. Mais hier, elle me partageait qu'en fait, elle utilise entre autres les contacts croisés, souvent dans les classes quand elle sent qu'ils sont un petit peu tendus, excités, parce qu'elle me dit la concentration, c'est pas évident, effectivement, en classe. Et elle me dit souvent, je leur propose différentes choses, dont ce mouvement que tu m'avais montré. Et elle me dit, et je lui dis, et alors? Elle me dit, bah effectivement, moi je vois tout de suite des choses, mais elle me dit ce que je trouve intéressant, c'est que parfois quand les élèves sont en train de faire un travail de leur côté, et que je les vois d'eux-mêmes faire ce mouvement-là. Et là, je me dis, mais c'est exactement ça l'objectif, c'est que les enfants, les adultes s'approprient cet outil-là en fait. Et c'est génial, je me dis, bah tiens, un enfant qui a l'idée de se dire, ah je sais que ça peut m'aider pour être mieux me concentrer, bah génial, c'est top. Objectif atteint, c'est Ah, incroyable. C'est ça absolument, qu'il faut. C'est absolument. ça qu'il faut. C'est que cette nouvelle génération sache qu'il y a des solutions et qu'ils peuvent, ils peuvent apprendre avec douceur, ils peuvent apprendre avec du plaisir. Euh, Ouais. J'avais envie de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux enfants. J'aimerais bien savoir si tu accompagnes les adultes, les personnes âgées, les enfants avec l'éducation kinesthésique de la même façon. C'est quoi tes observations à toi quand tu reçois ces différentes personnes? Hmm. Alors, deux choses. La première, c'est que ça soit pour un adulte ou un enfant, il y a, ça fonctionne tout autant. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que moi j'ai vraiment dissocié l'idée de brain gym égale apprentissage scolaire égale enfant. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand quelqu'un vient me voir avec une difficulté d'apprentissage, que ce soit un adulte ou un enfant, je fonce pas tête baissée en me disant c'est forcément du brain gym. Je demande au corps à travers le test musculaire avec quelle technique on va travailler. Et c'est pas forcément du brain gym. Alors c'est une expérience différente parce que avec les enfants, on s'adapte à un rythme quand même un peu plus rapide. C'est là où le jeu peut parfois aider, justement, en tout cas. Mais finalement avec les adultes aussi. Euh, je trouve ça aussi efficace avec les adultes qu'avec les enfants. Pas de distinction pour moi. Et surtout, en fait, je ne suis pas du tout bloquée sur l'idée que enfant, quand je reçois un enfant avec des difficultés d'apprentissage, c'est forcément du brain gym ou forcément de l'éducation kinesthésique. Bah, je demande test musculaire, de quoi il y a besoin, et vice versa. Quand je reçois un adulte qui vient avec des problématiques, je sais pas, émotionnelles, bah, ça peut être aussi l'éducation kinesthésique. Voilà.
Pour illustrer ça, par exemple, une des premières séances d'éducat qui m'a vraiment marquée, c'est une consultante qui est enceinte et qui avait commencé des cours d'autonomie pour voilà, être un peu en contact avec son bébé, mais qui n'était pas à l'aise, qui sentait que ça se faisait pas comme elle aimerait, et donc qui vient et qui pose l'objectif qu'elle aimerait arriver à communiquer avec son bébé. Et en fait, là, voilà, ILCOR m'a demandé un rééquilibrage des 3 dimensions. Et ça a été d'une profondeur. C'était mon premier équilibrage en séance avec les 3D. Et waouh, j'ai été assez scotchée de ce qui s'est passé pour elle et de la profondeur que ça avait eu. Et enfin voilà. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit, si j'étais restée dans l'idée que Brain Gym c'est forcément éducation kinesthésique, c'est forcément pour les apprentissages scolaires, j'aurais peut-être pas pensé à ça. Et là, je me suis dit, voilà, à travers le test musculaire, c'est cette demande-là qui est arrivée. Donc c'était assez chouette, ouais. Ingrid, tu proposes également des ateliers, donc on part d'une séance individuelle à un atelier collectif. Qu'est-ce que l'atelier permet au groupe d'apprendre versus une séance individuelle et du coup inversement? Alors déjà, moi, la première chose que je vois dans l'atelier, c'est que ça permet de toucher plus de personnes qui viendraient peut-être pas forcément en séance individuelle. Ça, pour moi, c'est déjà une première chose que je trouve assez intéressante. En atelier collectif, y a l'effet groupe où les personnes peuvent se nourrir les unes les autres des expériences de l'autre. Ce que l'autre peut ressentir, tiens, ça peut l'éclairer sur ah ouais, tiens, moi j'avais pas vu ça comme ça, etc. Ça peut permettre d'avoir des échanges, ça donne une sorte de... Il y a une cohésion, quelque chose qui se fait, qui peut permettre à la personne d'être plus en confiance aussi. La séance individuelle, pour moi, elle permet d'aller parfois beaucoup plus en profondeur. En fait, elle peut être plus en profondeur. Elle peut permettre à la personne plutôt d'être plus impliquée elle-même dans sa séance. Mais c'est vrai que c'est une question que je me suis souvent posée. Qu'est-ce qui vaut mieux? Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de mieux. Il y a ce qui correspond à la personne à un moment, ce qui peut être juste pour elle. Dans un atelier, il y a peut-être moins d'espace, même si on laisse l'espace à la parole, il y a peut-être moins d'espace à la personne pour exprimer. D'autant plus que parfois on peut être gêné effectivement de parler de ce qu'on peut ressentir devant les autres, alors qu'en séance individuelle, voilà, c'est beaucoup plus un espace plus intime, donc les personnes peuvent effectivement être peut-être plus à l'aise. Je dirais que ça correspond aussi à ce dont la personne peut avoir besoin, là où elle en est, par rapport au sujet pour lequel elle vient en fait. Je pense que l'atelier peut être déjà une première approche accessible, efficace quand même, parce qu'on ressent des choses, et qui peut donner envie d'aller plus loin après, peut-être en individuel. C'est ma perception des choses à aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer, mais aujourd'hui, je le perçois comme ça. J'aimerais bien qu'on revienne, comme on en a parlé tout à l'heure, tu as une épreuve de santé que tu as traversée et l'éducation kinesthésique qui t'a beaucoup aidé. Est-ce que tu peux nous partager ça? Bien sûr. Alors, j'ai d'ailleurs, l'événement était, ça fait 8 ans, j'ai eu un cancer du sein assez agressif. Et forcément, en tant que kinésio, la première chose que je me suis dite, c'est bon, si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre de cette expérience, c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas vues et que je suis invitée à changer dans ma vie. J'ai vraiment eu cette idée de comment dire, je ne l'ai pas vu comme une épreuve, justement. Je l'ai vraiment vu comme un défi de vie, une occasion de changement, une occasion de transformation. Alors, c'est pas parce on a conscience de ça
que c'est comme ça qu'on vit les choses d'emblée. Ça n'exclut pas, bien sûr, d'avoir peur, d'avoir des doutes, d'avoir mal, de tomber parfois au fond du trou, parce que voilà, c'est quand même des événements de vie qui sont intenses physiquement, émotionnellement, psychiquement. Mais c'est vrai que mes outils de kinésio et notamment l'Educa m'a aidé effectivement vraiment à traverser ça. Bon, déjà dans la philosophie le regard que je pouvais porter sur la situation, et puis à travers des mouvements concrets, tout simplement, effectivement. Alors, faire un écap quand il y a un coup de stress, faire un écap dans la salle d'attente avant de passer les examens pour faire un peu face à la pression, faire un équilibrage carrément quand il y a un stress, parce que par exemple je suis un peu claustro, donc l'idée de me retrouver à passer pour faire des IRM et autres scanners, c'était effectivement un petit défi pour moi à relever. La respiration ventrale m'a beaucoup aidée pendant ces moments-là aussi. Là où moi j'ai été, donc ça a vraiment été un outil quotidien. Et je pense d'ailleurs que c'est là, comme quoi les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés, je crois que c'est à travers aussi cet événement-là que j'ai vraiment pratiqué des écapes et puis d'autres mouvements quasiment tous les jours. Ce que je n'arrivais pas à faire dans mon autre avant, parce que il y a toujours un quotidien, les enfants, enfin, on court toujours. Là, plein de fois, je me suis dit, si tu fais pas ça là maintenant, tu le fais quand alors? Si tu le fais pas dans telle situation avec cette circonstance de vie, qui est quand même assez importante, assez grave, à quel moment tu le fais, quoi? Et une chose là où j'ai été assez étonnée, parce que moi, j'avais jamais ressenti ça jusque-là. J'ai eu un moment avant chaque chimio, il y a un contrôle sanguin qui permet de vérifier si on est apte à recevoir la chimio, parce que la chimio, ça détruit toutes les cellules, donc y compris les bonnes cellules, donc on vérifie toujours globules blancs, globules rouges. Et puis effectivement, sur une des séances de chimio, j'avais pas assez. Donc on a décalé la séance à la semaine suivante, et j'ai eu droit à des petites piqûres d'un produit qui stimule la production des globules blancs, mais qui provoque un certain nombre de douleurs en fait. Donc, alors bon, je m'étais un peu préparée à l'idée de me dire, voilà, ça va bien se passer. Néanmoins, effectivement, il y a eu des douleurs. Et là, en m'écoutant, en m'observant, je me suis dit, tiens, de quoi j'aurais besoin là? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et j'avais envie de bouger, mais j'étais pas suffisamment en forme pour aller marcher. Et je me suis dit, ok, bouger, ok, je vais faire avec ce que j'ai, tiens, du brain gym, quoi. Et j'ai commencé à faire des mouvements, mais alors vraiment au feeling, donc tiens, j'ai envie de faire quel mouvement? Et puis j'ai fait des mouvements, puis d'un mouvement à un autre, il y en avait un autre qui venait, enfin, j'ai pris ce temps-là. Je pense que j'ai dû faire, je sais pas, peut-être un quart d'heure, 20 minutes de mouvement, comme ça, en me laissant inspirer par ce qui m'attirait. Et effectivement, il y a eu un mieux, vraiment, des tensions qui se sont apaisées. Mais ça m'a tellement étonnée que je me suis dit, non, mais tu t'es fait un truc, là, c'est pas possible. Et en fait, ça a duré. Les douleurs ne sont pas revenues. Et ça m'a marqué parce que c'est la première fois que j'expérimentais, moi, dans mon corps, vraiment quelque chose sur une douleur physique. Alors que jusque-là, j'avais observé un état d'être, une libération de tension, etc. Mais une libération de tension, oui, mais une libération de douleur, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Et donc, expérience qui m'a fait dire, ah ouais, quand même, ça marche. Et je trouve que, voilà, donc ça a vraiment fait partie de ma boîte à outils pour accompagner mon corps dans ce processus de soins qui est lourd, vraiment. Et ouais, donc c'était chouette, ça, vraiment. Merci beaucoup pour ce partage, Ingrid. Le mot de la fin, j'avais vraiment envie que tu partages avec nous un retour. Si par exemple, une personne vient te voir et te dit ok Ingrid, j'ai découvert à travers un atelier la brain gym, l'éducation kinesthésique, mais je trouve ça quand même assez étrange. Qu'aimerais-tu que cette personne expérimente par elle-même avant de juger l'éducation kinesthésique? Et mon objectif, ça serait juste qu'elle expérimente par elle-même ce qui se passe avec des mouvements de brain gym.
Donc, je l'inviterai à prendre une situation avec laquelle elle se sent en décalage ou dans laquelle elle se sent bloquée, enfin une situation de stress pour elle. Je lui ferai observer ses sensations physiques, dans ses émotions, dans ses pensées. On ferait peut-être même une mise en situation. Par exemple, je sais pas, elle me dirait je dois faire une présentation à une réunion et chaque fois que je dois parler en public, c'est compliqué pour moi. Ok, donc je pourrais par exemple la mettre en situation en lui disant, ben voilà, allez, on est dans une réunion voilà, présentez-moi ce que vous avez à me dire pour qu'elle observe comment ça se passe quand elle essaie de parler et de présenter. Et puis ben, on ferait des mouvements tout simplement et on referait les observations ensuite de façon à ce qu'elle puisse elle-même observer, tiens, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça change. Le mieux, effectivement, c'est pas un discours, c'est pas essayer de convaincre, c'est juste de permettre à l'autre d'expérimenter. Ça lui parle pas, c'est ok, c'est possible, mais le meilleur moyen, c'est d'expérimenter en fait pour savoir de quoi on parle. C'est comme le test musculaire. Hein. Quand j'explique un test musculaire, ben, je leur explique le principe sur quoi ça se base, mais en fait, je leur dis surtout venez, voilà, je vous montre et ils ressentent. Tiens, quand vous pensez à ça, ça fait tiens, là il y a du tonus musculaire. Quand vous pensez à ça, tiens, là il n'y a pas de tonus musculaire. Ça a du sens pour eux. C'est l'expérimentation. Est-ce que j'aimerais le mieux, c'est effectivement d'expérimenter. Est-ce que tu as des événements, des ateliers à venir que tu aimerais partager avec les auditeurs de Parlons Kinésio ? Alors, j'ai des formations justement en 7D, stage des 7D à Paris, au centre de formation en kinésiologie à Paris en juin, du 25 au 29 juin, à Cournon-Terral à côté de Montpellier fin août, et d'autres dates au CCFK, donc sud de France à Cournon-Terral, en 26 mouvements, enfin toute la série, tout le cycle de formation en éducation kinesthésique est proposé, c'est moi qui le donne, pardon, à Cournon-Terral, voilà. Et puis en tout cas l'atelier du jeu de la vie que j'ai donné ce week-end m'a bien, c'est un petit galop d'essai. Je me suis dit si je me sens bien avec ça, et je pense que ça peut intéresser plein de gens, donc je pense que je vais développer quelque chose autour de ça. Je te remercie de cette interview, de ton intérêt pour le Brain Gym et ton intérêt pour la kinésio, parce que je pense que vraiment c'est un beau métier et c'est un métier vraiment professionnel. Moi je vois en 25 ans, je vois à quel point les formations ont évolué et se professionnalisent. Alors voilà, après en fonction des écoles, etc., il y a des choses qui sont différentes, mais vraiment cette professionnalisation pour moi elle est importante, et c'est pour ça que je te remercie vraiment de me donner la parole aujourd'hui pour parler du Brain Gym et dire à quel point effectivement cette approche-là est valable pour tout le monde, et tout le monde peut en tirer bénéfice, les adultes autant que les enfants. Merci beaucoup Ingrid pour ton temps et pour ce partage. L'éducation kinesthésique est une réelle passion. Quand on met le nez dedans, on découvre de merveilleuses choses sur nous-mêmes et sur les autres. J'ai vraiment hâte de te rencontrer physiquement lors d'une formation. Et puis, je tenais aussi à remercier nos auditeurs. Merci beaucoup pour votre écoute, pour vos partages, et rendez-vous au prochain épisode. Merci encore Ingrid. Merci Asma, à bientôt.